On a emporté toutes les toiles qui étaient entreposées dans la maison de mon oncle en 1938. Les camions sont venus et ont tout emporté. L'Holocauste n'a pas seulement été l'un des plus grands meurtres de l'histoire du monde, il a aussi été l'un des plus grands pillages. Cela ne m'enchante pas de faire un procès pour obtenir ce qui nous a toujours appartenu. Je ne suis pas procédurière, cela ne m'amuse pas. Soit c'est nous qui avons raison, soit c'est Maria Altman. Il n'y a pas de moyen terme. Adele Bloch-Bauer, la femme du portrait doré, était la tante de Maria. Le combat de Maria pour récupérer ce portrait et 4 autres toiles de Gustav Klimt a suscité un débat passionné sur le passé de l'Autriche et la valeur des œuvres d'art. Pendant des années, ces toiles étaient accrochées dans la maison des Bloch-Bauer, où Maria était souvent reçue. Je suis née à Vienne en février 1916. Ma mère a pris soin de m'élever dans une grande simplicité. Comparé à ceux de mes camarades, mes vêtements étaient très laids. Je n'étais absolument pas gâtée. On me donnait juste de quoi m'acheter des marrons chauds en hiver et une glace en été. Thérèse Bauer, la mère de Maria, était la sœur de la femme du portrait doré. Les sœurs Bauer épousèrent 2 frères, Ferdinand Bloch, un magnat du sucre, et Gustav Bloch, un avocat viennois. Ils formèrent la famille Bloch-Bauer. Adèle et Ferdinand n'eurent pas d'enfants. Thérèse et Gustave eurent 5 enfants, dont Maria était la benjamine. Je ne me suis jamais rendu compte que j'avais passé mon enfance dans une famille de la grande bourgeoisie. Every Friday, there was chamber music at my parents' house. Chaque vendredi, nous faisions de la musique de chambre chez mes parents. Mon père jouait du violoncelle. Je n'étais pas un virtuose. Mais les Rothschilds lui avaient prêté leur Stradivarius à vie. Il appelait ce violoncelle le 6e enfant de la famille parce qu'il avait très peur qu'il puisse lui arriver quelque chose. Quand nous partions en vacances en été, on le mettait au coffre. Les Bloch-Bauer étaient l'une des grandes familles de la communauté juive de Vienne, une communauté très prospère. Vienne était alors la capitale du vaste empire austro-hongrois. Les Juifs de Vienne avaient largement contribué à l'essor de l'industrie et de la culture autrichienne au début du XXe siècle. Ils ne s'intéressaient pas beaucoup à la religion. Ils invitaient des écrivains, des journalistes, des hommes politiques et des scientifiques à venir discuter librement des sujets d'actualité. Adele était une femme moderne qui vivait dans un monde archaïque. Si elle avait vécu aujourd'hui, elle aurait fait des études, elle aurait eu une carrière, elle aurait voulu travailler. Cela ne se faisait pas à l'époque. Elle voulait sortir de cet univers clos et parcourir un monde où elle pouvait créer. En recevant chez elle ce que l'on appelait tenir un salon, elle avait créé un monde où elle pouvait rencontrer les gens qu'elle avait envie de connaître. Elle pouvait entretenir des relations. Ils organisaient des soirées brillantes.
Je me souviens très bien d'elle. Je la trouvais très élégante et un peu distante. Elle portait toujours une longue robe blanche et tenait un fume-cigarette. Elle fumait sans cesse et possédait ces longs fume-cigarettes dorés. Ferdinand et Adèle étaient tous deux de grands mécènes des arts. Ferdinand préférait les grands maîtres de la peinture autrichienne du XIXe siècle. Adèle appréciait la peinture moderne et était l'amie de nombreux artistes. Il y avait Kokoschka, qui avait fait un portrait de Ferdinand, et Gustav Klimt, sans doute le plus célèbre des artistes qu'il soutenait. Les gens qui faisaient l'effort d'acheter un Klimt se lançaient dans une aventure culturelle. Ils prenaient le risque d'acheter une œuvre d'un artiste qui innovait, qui inventait un nouveau langage, qui appartenait à un nouveau mouvement. C'est l'époque où Vienne accueille Freud, Schoenberg, Karl Klaus et Schnitzler, et bien sûr Klimt. C'est aussi l'époque où un jeune Autrichien, Adolf Hitler, débarque à Vienne avec l'ambition de devenir un grand artiste. Il échoue à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne et va pendant 9 ans tenter sans grand succès de gagner sa vie avec ses œuvres. À cette époque, Klimt est l'artiste autrichien le plus célèbre et le plus cher. Ferdinand et Adèle sont ses mécènes et ses amis. Adèle a commencé à poser pour Klimt en 1900 et le portrait ne fut achevé qu'en 1907. Il est évident qu'au cours de ces 7 années, il a fait des centaines d'esquisses et qu'ils sont devenus très proches. Elle avait sans doute beaucoup d'amitié pour lui. Pour Adèle, Klimt était un homme singulier. C'était un artiste, un homme issu d'une autre classe sociale. Un homme qui avait de toute évidence des préoccupations intellectuelles. Nous savons qu'il lisait Goethe et qu'il portait sur lui un exemplaire de la Divine Comédie de Dante. Il était reçu chez de nombreux mécènes. Cela prouve qu'il devait être un esprit brillant. Quand j'ai demandé à ma mère si tante Adèle avait été la maîtresse de Klimt, elle m'a répondu « Comment peux-tu dire une chose pareille ? C'était une amitié intellectuelle. C'était peut-être le cas, mais on ne le saura jamais. » Je suis sûr que les gens de l'époque avaient des aventures comme aujourd'hui, mais on n'en parlait pas. J'ai toujours trouvé qu'elle était froide. Mais Klimt était sans doute d'un autre avis. Il avait la réputation de faire le portrait de ces femmes excessivement belles et ensuite de tenter de les séduire. Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer par Klimt est exposé pour la première fois en 1907. 30 ans plus tard,
Maria allait recevoir ce collier en cadeau de mariage de la part de son oncle Ferdinand. Ferdinand commanda un deuxième portrait de son épouse. Ce qui est intéressant, c'est qu'Adèle est la seule femme dont il a fait 2 portraits. Adèle rédige son testament en janvier 1923, alors qu'elle est encore une jeune femme. Elle lègue tout à Ferdinand. Et elle demande qu'après la mort de son époux, les toiles soient cédées au musée du Belvédère. D'un point de vue strictement légal, je ne pense pas qu'elle était propriétaire des toiles. D'abord parce que, selon toute vraisemblance, c'est Ferdinand qui a commandé les tableaux et qui les a payés sur ses propres deniers. Deuxièmement parce que la loi autrichienne entre les 2 guerres était discriminatoire à l'égard des femmes. Deux ans après avoir rédigé son testament, Adèle succombe à une méningite. Elle avait 43 ans. On déposa ses cendres dans le caveau familial, au cimetière central de Vienne. Ferdinand fit de la chambre d'Adèle, dans la maison d'Elisabethstrasse, un autel à la mémoire de son épouse. Il n'y avait dans la chambre que des fleurs magnifiques et les Klimt. Nous y allions tous les dimanches et pendant les fêtes. Je connaissais très bien ces Klimt. Maria n'a que 9 ans quand sa tante Adèle meurt. Elle grandit dans une famille très cultivée et elle se sent plus autrichienne que juive. À l'âge de 21 ans, Maria épouse Fritz Altmann, un jeune chanteur d'opéra prometteur. L'avenir semble leur appartenir. Les années entre les 2 guerres sont marquées par les crises. Après la Première Guerre mondiale, l'Autriche vaincue a perdu son empire. En 1933, l'artiste autrichien raté Adolf Hitler devient le dirigeant de l'Allemagne, un pays voisin. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. L'antisémitisme endémique rend la situation très explosive. Il ne faut pas croire que tous les Juifs étaient des industriels fortunés. La grande majorité des Juifs viennois n'étaient ni pauvres ni riches. Ils appartenaient à la classe moyenne. Dans les années 20, les nazis sont de plus en plus populaires en Autriche. Arthur Seyss-Inquart, un avocat, est alors un partisan discret. Le 12 mars 1938, sous la pression de Hitler, il est nommé chancelier d'Autriche. Il accueille les troupes allemandes en Autriche. L'Autriche est annexée au Troisième Reich. Les Autrichiens ont prétendu plus tard qu'ils étaient des victimes. C'est fou. Ils ont accueilli les nazis avec enthousiasme.
Les cloches sonnaient. Les femmes jetaient des fleurs sur les soldats. La liesse avait envahi les rues. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Raums sein. Everything changed. Tout a changé. J'écoutais les derniers accords de la musique de chambre dans la maison de mon père quand les nazis sont entrés dans Vienne. La musique de chambre s'est arrêtée et la merveilleuse existence des Juifs de Vienne a pris fin. Ferdinand Bloch-Bauer s'installe dans son château près de Prague, en Tchécoslovaquie. L'intensité et la violence de l'antisémitisme des Autrichiens surprirent la plupart des observateurs, y compris les Allemands eux-mêmes. Les Juifs de Vienne furent victimes de nombreuses agressions. Au cours de scènes fameuses, les Juifs furent obligés de nettoyer les rues à genoux. Il y eut des campagnes d'arianisation sauvage. L'arianisation consiste à confisquer les biens d'une famille juive. L'arianisation sauvage est un acte spontané par lequel on spolie sa victime sans autre forme de procès. Cela consistait à entrer dans un magasin et à saisir le propriétaire par le col de sa veste pour le jeter dehors et prendre possession de la boutique. Ou encore de saisir les appartements ou les autres biens des Juifs. Les Juifs ne pouvaient pas se défendre parce que personne ne voulait les aider. S'ils allaient voir la police, on leur riait au nez en leur disant « Pourquoi devrions-nous vous aider? Vos voisins ont raison de vous prendre vos biens. Ils leur reviennent de droit. Il faut les leur donner. » Ils étaient soumis à toutes les intimidations, à toutes les humiliations, à toutes les violences pour les forcer à abandonner leurs biens. Il leur était impossible de protester. Quand le régime nazi comprit que ces arianisations sauvages lui faisaient perdre de l'argent, les autorités prirent l'initiative de la spoliation en déclarant « Nous allons procéder à l'expropriation systématique ». Il ne s'agissait plus simplement des appartements, des collections d'art, des biens privés, mais aussi des entreprises industrielles. On expropriait les outils économiques. Ils veulent saisir les comptes en banque, les polices d'assurance. Ils veulent confisquer les terrains, les maisons. Ce phénomène ne se limite pas au mobilier. Property declarations. My father went to the park with my mother. Mon père et ma mère étaient allés se promener au parc. Cela devait être à la fin du mois de mars, après l'arrivée des nazis. Pendant leur absence, la Gestapo est venue chez nous pour exiger qu'on leur remette le violoncelle qu'ils avaient remarqué dans la déclaration des biens faite par les Rothschild. Le maître d'hôtel leur donna le violoncelle. Comme si on avait coupé le fil de son existence, mon père est mort quelques mois plus tard. L'amour de la vie, les cordes qui le faisaient vivre avaient disparu, comme pour bien des gens.
They came to our house. Ils sont venus chez nous et après quelques questions, ils ont exigé que je leur donne mes bijoux. J'avais des bijoux magnifiques. Je venais de me marier 6 semaines plus tôt. J'étais terrifiée à l'idée qu'ils arrêtent Fritz, mon mari, et je leur ai dit que j'avais encore d'autres bijoux chez le bijoutier. Quand tous les bijoux furent rassemblés, y compris le collier de diamants du fameux portrait doré, ils les emportèrent dans un petit sac sans même me donner un reçu. Il n'y a pas de trace écrite. Ils ont pris les bijoux et quelques jours plus tard, ils ont arrêté mon mari. Au début, mon mari était incarcéré à la prison de Vienne. Mais un jour, alors que je lui apportais du linge propre, on m'a déclaré qu'il n'était plus là. J'étais folle d'inquiétude, je ne savais pas où il était. J'ai envoyé des télégrammes partout. J'ai envoyé un télégramme à Dachau qui disait « Nous venons de nous marier. Avez-vous un prisonnier du nom de Fritz Altmann ?» J'ai reçu un télégramme. Altmann im Lager, gesund, der Lagerkommandant. Altmann in camp. Altmann est au camp, en bonne santé. Signé le commandant du camp. Mon mari m'a raconté qu'il se trouvait à ce moment-là avec des gens que l'on a fait ensuite mourir de la manière la plus cruelle dans le camp de concentration. Après avoir envoyé Fritz, le mari de Maria Altmann, à Dachau, les nazis autrichiens saisissent l'usine de Cachemire de son frère Bernard. Les individus qui avaient pris le contrôle de l'usine sont allés voir mon beau-frère à Paris et lui ont dit « Si vous voulez revoir votre frère, dites à vos clients de nous envoyer les chèques de règlement pour les livraisons effectuées. » Mon beau-frère leur a signé un pouvoir et le lendemain, Fritz était relâché. Fritz est rentré. Il avait le crâne rasé. Il était maigre. C'était horrible. Mon frère a aussi été arrêté. Un homme lui a dit « Monsieur Bloch-Bauer, où étiez-vous le soir du Nouvel An 1934 ?» Nous étions 38, 4 ans plus tard. Mon frère a répondu « Je me souviens simplement que je skiais sur la Zugspitze, un des sommets de la région. » Il a dit « Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à minuit ?» « Oui, a répondu mon frère. Nous avons reçu un appel de détresse de la montagne et nous sommes allés secourir les hommes en difficulté et nous les avons ramenés sains et saufs au refuge. » Il a dit « C'est exact, c'était moi. » Il a ajouté « Mon nom est Hitler. Je suis un neveu d'Adolf Hitler. Je vais vous protéger pendant 2 jours. Partez aussi vite que possible. » Nous avons essayé de fuir à 3 reprises. La première fois, nous avions un faux passeport et ça n'a pas marché. Ensuite, quelqu'un était censé venir nous chercher et il a eu peur à la dernière minute. Fritz demande alors à son frère Bernard de les aider à s'enfuir. Mon beau-frère a tout organisé depuis Paris. Nous avons pris un taxi pour aller à l'aéroport. Nous sommes montés dans l'avion. Nous avons attaché nos ceintures.
C'était un tout petit avion. On a éloigné la passerelle. Soudain, l'avion s'immobilise. On remet la passerelle. Nous étions persuadés que l'on venait nous arrêter. Le ciel était bouché sur Munich et il fallait attendre une demi-heure. Finalement, nous avons décollé. À Munich, nous avons pris le train pour Aix-la-Chapelle et arrivé là, nous avons pris un taxi pour nous rendre chez le passeur. Le chauffeur de taxi ne savait pas où c'était et il a dit « Je vais demander à un garde-frontière ». J'ai dit « Non, non, je me souviens de l'endroit ». Nous sommes sortis, nous avons marché et un jeune prêtre est venu à notre rencontre. Pendant quelques minutes, la frontière n'était pas surveillée. Il nous a fait passer et il y avait du fil de fer barbelé que nous avons dû enjamber. Pendant des années, j'ai gardé ces balles acérées par les barbelés. Le lendemain, la Gestapo est venue voir ma mère et ils lui ont dit « Nous savons où sont vos enfants et nous pouvons les ramener ». Ma mère a répondu « Je suis désolée, mais vous vous trompez. Ma fille vient de m'appeler d'Angleterre. » Un ancien employé de la Vienna Vacuum Oil Company était devenu un personnage important en Autriche, Adolf Eichmann. À Vienne, il dirigeait le bureau d'émigration des Juifs, qui obligeait les Juifs à céder tous leurs biens en échange de l'autorisation de quitter le pays. Plus tard, pendant la guerre, il allait devenir l'un des artisans de la solution finale. Avant d'organiser la déportation vers les camps de la mort, Eichmann était installé à Vienne. Ferdinand Bloch-Bauer fut accusé de fraude fiscale. On prétendait qu'il avait omis de déclarer des revenus au cours des années précédentes. On lui imposa une amende. C'était une accusation sans fondement, un délit imaginaire qui servait à justifier l'expropriation de ses biens. Les nazis saisirent la sucrerie de Ferdinand Bloch-Bauer. Sa maison, à Elisabethstrasse, sa collection de porcelaine et d'œuvres d'art. Ils ont tout emporté. On ne savait pas où, mais ils ont tout pris. Des amis de mes parents s'étaient suicidés parce qu'ils ne savaient pas où aller. Notre pédiatre prit de la morphine et une amie de ma mère se suicida avec son fils. Les gens qui n'avaient pas d'argent, qui ne parlaient pas de langues étrangères, se trouvaient face à un grand rideau noir. Et derrière le rideau, il n'y avait rien. Que pouvaient-ils faire? Le 9 novembre 1938, les nazis autrichiens et allemands s'attaquèrent aux Juifs pendant une nuit de pillage, d'incendies et de meurtres. La nuit de cristal. Le bruit des vitres que l'on brise. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen,
dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. En 1939, 120 000 juifs autrichiens, les 2 tiers de la communauté, avaient déjà fui le pays. En mars 1939, les nazis envahissent la Tchécoslovaquie. Ferdinand Bloch-Bauer s'enfuit en Suisse. La résidence de Ferdinand Bloch-Bauer à Prague, un château spectaculaire à l'entrée de la ville, est occupé par Reinhard Heydrich, l'un des principaux responsables de l'Holocauste. La famille Bloch-Bauer est ainsi intimement liée à cette histoire tragique. L'un des paradoxes du régime nazi, c'est que ces dirigeants qui comptent parmi les bourreaux les plus barbares et malfaisants de l'histoire se considéraient comme des hommes cultivés, des collectionneurs passionnés d'œuvres d'art. Adolf Hitler a rassemblé plus d'œuvres d'art en très peu de temps que n'importe quel individu au cours de l'histoire. À la fin de la guerre, il possédait plus de 5000 toiles de grands maîtres. Hitler faisait des émules. Peu après l'annexion de l'Autriche, en mars 1938, les nazis lâchèrent des commandos de pillards qui étaient chargés de saisir les œuvres d'art pour leur propre compte ou pour les musées dont ils étaient si fiers. La collection Bloch-Bauer suscitait un intérêt considérable. En 1943, on organisa une immense exposition des œuvres de Klimt, la plus grande exposition des œuvres de ce peintre, sous le patronage du gouvernement nazi autrichien. Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer était simplement intitulé « Portrait de femme sur fond doré ». Et bien sûr, en raison des vols et des saisies, les nazis disposaient pratiquement de l'ensemble de l'œuvre de Klimt. L'artiste autrichien Oskar Kokoschka, qui s'était enfui à Londres, restait en contact avec Ferdinand qui était à Zurich. Dans une lettre à Kokoschka, Ferdinand écrit « Je vis comme un mendiant et je saurai dans les prochaines semaines si on va au moins me rendre les 2 portraits de mon épouse défunte. » Les nazis rendirent une seule toile, le portrait de Ferdinand Bloch-Bauer par Oskar Kokoschka. Ils considéraient que c'était de l'art dégénéré. L'Autriche abritait un réseau de camps de concentration. À Mauthausen, outre les Juifs, des milliers d'opposants politiques, religieux et des prisonniers de guerre étaient affamés, fouettés à mort et gazés. On a propagé le mythe selon lequel les Autrichiens avaient été les premières victimes des nazis. La réalité est très différente. Les Autrichiens ne représentaient que 8% de la population du Reich, mais il y avait 14% d'Autrichiens chez les SS et 40% parmi les gardes des camps de concentration et d'extermination. En dépit de leur complicité dans l'Holocauste, les crimes de guerre des Autrichiens ont été pratiquement ignorés par les Alliés.
Je ne sais pas ce qu'il est advenu des toiles pendant la guerre. Quand je les ai revues, elles étaient à nouveau dans le musée. À cette époque-là, je vivais ici, à Hollywood, dans une petite maison, avec 2 enfants en bas âge. Je ne me souciais que de ma famille. Les propriétés, les bijoux et les tableaux étaient bien loin de mes préoccupations. Quand nous nous sommes installés en Amérique, nous vivions avec 35 $ par semaine. C'était ce que gagnait Fritz. Notre appartement nous coûtait 5 $ par semaine et je dépensais 15 $ pour la nourriture. La naissance de mon fils aîné avait coûté 50 $. C'est ce qu'avait demandé le médecin qui l'avait mis au monde. On ne peut même plus acheter un chien pour ce prix-là aujourd'hui. Après la guerre, les Alliés renvoyèrent dans leur pays d'origine les œuvres d'art volées pour qu'elles soient restituées à leurs propriétaires légitimes. Dans cette opération, les Américains donnèrent carte blanche aux Autrichiens. On était en pleine guerre froide et ils voulaient ancrer l'Autriche dans le camp occidental. Les Américains n'ont pas enquêté sur les activités des Autrichiens sous le Troisième Reich ou après la guerre. Tous les conservateurs, les marchands d'art, les experts et les commissaires-priseurs qui s'étaient rendus sous le régime nazi dans des milliers de demeures pour dresser ces inventaires infâmes des œuvres d'art appartenant aux Juifs, tous ces hommes qui avaient participé à la spoliation à grande échelle reprirent leur activité initiale après la guerre. En octobre 1945, Ferdinand Bloch-Bauer rédige un Nouveau Testament. Il exprime sa volonté de ne pas voir ses biens, y compris sa collection d'œuvres d'art, revenir au musée du Belvédère. Et il ne veut pas exécuter la volonté de son épouse de faire don des Klimt au musée après sa mort. Il précise qu'il désire que tous ses biens aillent à ses 3 nièces et neveux. Un mois plus tard, en novembre 1945, Ferdinand Bloch-Bauer décède. On place ses cendres à côté de celles de son épouse, dans le caveau familial à Vienne. In 1948, our then lawyer Gustav Rienesch, who was a very good friend of the family, en 1948, Gustav Hunich, notre avocat à cette époque, a pris contact avec le gouvernement autrichien pour leur expliquer que la situation financière de la famille avait complètement changé. Nous avions besoin de ces tableaux pour les vendre et nous demandions leur restitution. Gustav Hunich ne connaissait pas les termes exacts du testament d'Adèle Bloch-Bauer de 1923. Il ne s'agissait que de l'expression d'un vœu et non pas d'une clause obligatoire. Par ailleurs, elle ne pouvait pas disposer de ses biens. En outre, il avait le sentiment que ces toiles avaient déjà été données au musée du Belvédère. Quand les héritiers Bloch-Bauer sont venus demander la restitution de toute la collection d'œuvres d'art, les porcelaines et les tableaux ainsi que les Klimt, il était évident que les conservateurs du musée étaient conscients d'agir dans l'illégalité. Les obstacles les plus pernicieux à la restitution étaient les lois autrichiennes qui protégeaient le patrimoine historique national et l'embargo sur l'exportation d'œuvres d'art autrichiennes. Pour avoir le droit d'exporter ces œuvres, ils ont été contraints de passer un accord avec le gouvernement autrichien par lequel, je cite, « ils faisaient don en témoignage de leur reconnaissance », fin de citation,
de certaines œuvres d'art à des institutions autrichiennes. C'est à ce prix qu'ils ont pu faire sortir des œuvres du pays. Quand on lit les comptes rendus de ces négociations, c'est une vraie discussion de marchands de tapis. Ils nous ont dit, oui, nous vous rendrons certains objets si vous nous faites don des Klimt. À cette condition, nous pourrions faire une exception à la législation sur l'exportation des œuvres d'art. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Bloch-Bauer n'avaient pas d'autre choix que de laisser les tableaux de Klimt en Autriche. Les biens restitués furent partagés entre Maria Altmann, son frère et sa sœur. Le produit de leur vente permit à Maria et à Fritz d'élever leurs enfants aux États-Unis. D'autres n'eurent pas cette chance. La manière dont ces gens ont été spoliés après la guerre est incroyable. Tous ces plaignants se disaient « La guerre est finie, les nazis ont disparu, nous pouvons rentrer chez nous et reprendre ce qui nous appartient de droit ». Les réponses que l'on a faites à leurs demandes de restitution étaient souvent plus crapuleuses que la manière dont on les avait traités 10 ans auparavant. Au moins, dans les années 30 et 40, ils savaient à quoi s'attendre. Mais à la fin des années 40 et dans les années 50, ils s'attendaient à être traités avec équité. Au lieu de cela, on les a grugés comme par le passé. Dans les années 50 et 60, il y avait bien sûr des lois sur la restitution des biens spoliés, y compris en Autriche. Mais pour les victimes et leurs héritiers, il était très difficile de faire valoir leurs droits. Dans les années 70, la plupart des documents importants ayant trait au pillage des œuvres d'art ont été détruits de manière délibérée. Voilà pourquoi on ignore l'ampleur du pillage. On ne peut pas évaluer le volume de ce qui a disparu. En 1984, le rédacteur en chef du magazine américain Art News se fait l'écho de rumeurs inquiétantes concernant une cage de toile volée. En débarquant en Autriche, Milton Estero sollicite l'autorisation de visiter Mauerbach, un monastère du XIVe siècle. D'entrée, il m'a dit « Que venez-vous faire ici ?» Je lui ai rappelé très poliment que je l'avais contacté par téléphone de New York, que je dirigeais un magazine d'art et que j'aimerais en savoir davantage sur le monastère. Je lui ai demandé « Quand pourrais-je visiter le monastère ?» Il a frappé du poing sur la table et s'est exclamé « C'est hors de question !» Je lui ai répondu, quand j'étais un journaliste débutant au New York Times, un vieux rédacteur très expérimenté m'a dit que quand quelqu'un répond à une question comme vous venez de le faire, cela doit éveiller les soupçons. C'est que vous avez quelque chose à cacher. Il y avait des milliers d'œuvres d'art que les nazis avaient volées aux Juifs qui avaient été victimes de l'Holocauste. Les œuvres étaient restées entreposées là et les Autrichiens ne faisaient absolument rien pour les restituer à leurs propriétaires. Le reportage fut publié et provoqua un tollé. Le chancelier autrichien fit une déclaration embarrassée à la télévision. « Nous avons l'intention de faire quelque chose, mais ils n'ont rien fait du tout. » Cédant à la pression internationale, le gouvernement autrichien donna quelques précisions sur les œuvres d'art entreposées à Mauerbach. Un certain nombre de personnes qui avaient reconnu leurs biens dans la liste firent un courrier au ministre disant « Monsieur, ces 2 toiles étaient accrochées dans le bureau de mes parents à Vienne avant qu'on ne les expédie à Auschwitz. » Ils donnaient une description détaillée des tableaux. Ils précisaient la taille des tableaux, 60 cm par 73 par exemple, et indiquaient même ce qui figurait au dos de la toile. J'ai fait état d'un exemple que je connais bien, celui d'une femme qui vivait dans le New Jersey. Elle avait donné
donné tous les détails. Elle avait parfaitement décrit le tableau, en précisant où se trouvait la signature de l'artiste. Mais les Autrichiens ont rejeté sa demande. Et pour quelle raison? Parce qu'elle avait écrit que ces tableaux mesuraient 60 cm par 68, alors qu'ils mesuraient 63 cm par 73. Comment pouvait-elle se souvenir de la dimension exacte 50 ans après leur disparition? Voilà le genre de réaction des Autrichiens. En 1969, la collection de l'abbaye de Mauerbach est dispersée au cours d'une vente aux enchères chez Christie's qui rapporte 14 millions de dollars. Cet argent reviendra essentiellement à la communauté juive de Vienne, en Autriche. Le dépôt de Mauerbach montre bien que les Autrichiens ont fait l'impasse sur leur passé nazi et qu'ils ont refusé d'aborder la question de la restitution des biens spoliés. 2 ans plus tard, à New York, le milieu de l'art est secoué par un scandale international. Deux tableaux d'Egon Schiele, le portrait de Wally et la ville morte, sont prêtés au musée d'art moderne de New York par la galerie Léopold de Vienne. Les 2 tableaux de Schiele sont saisis par le procureur général de la ville de New York, Robert Morgenthau, au motif qu'il s'agissait d'œuvres d'art volées par les nazis. Soudain, on dispose d'un mandat de saisie avec lequel on prend physiquement possession des tableaux. L'effet de cette démarche est beaucoup plus saisissant que la menace d'une action en justice. Quelques mois plus tard, la ministre de la Culture autrichienne, Elisabeth Gehrer, présentait une nouvelle loi sur la restitution des œuvres d'art. À la fin de 1998, la ministre de la Culture autrichienne publie une loi sur la restitution des œuvres d'art. On peut donc théoriquement tenter une nouvelle démarche de restitution envers l'État autrichien. La nouvelle loi obligeait l'Autriche à restituer les œuvres qui avaient été cédées de force en échange de permis d'exportation. L'un des premiers Autrichiens à enquêter sur l'affaire des tableaux est Hubertus Czernin, un journaliste d'investigation. Czernin avait déjà révélé le passé militaire nazi de Kurt Waldheim, un diplomate autrichien devenu secrétaire général des Nations Unies. Je me suis rendu aux archives en compagnie d'un historien. L'affaire Bloch-Bauer a été l'un de nos premiers dossiers. On ne nous facilitait pas le travail. Nous n'avions pas l'autorisation de faire des photocopies des documents. Il fallait tout copier à la main. Normalement, un historien ou un journaliste travaille avec des photocopies, ce qui permet de compiler les dates et les signatures. Il nous a fallu 1 an pour obtenir l'ensemble du dossier Bloch-Bauer. Sans Czernin, nous n'aurions jamais abouti. Czernin nous a aidés à réunir tous les documents du musée du Belvédère, toutes les informations. Maria Altmann pouvait à présent contester la validité des titres de propriété des Klimt de l'État autrichien. Elle avait besoin d'un avocat. Elle fit appel à un vieil ami, Randolph Schoenberg, le petit-fils d'un autre réfugié viennois, le compositeur Arnold Schoenberg. Maria est une vieille amie de ma famille. Elle était très proche de ma grand-mère. En fait, Fritz, son mari, et mon grand-père maternel étaient très proches dans les années 30 à Vienne. Quand les 2 familles se sont retrouvées à Los Angeles, ils ont continué à se voir et ma mère a grandi avec le fils aîné de Maria, Chuck. Je peux dire qu'elle me connaît depuis que ma mère était dans ses langes. Quand en 1998 elle m'a demandé de l'aider dans cette affaire, j'ai bien sûr accepté.
Quand nous avons reçu les documents, nous avons compris ce qui avait été la version officielle après la guerre. Si on avait demandé à Maria Altman avant 1998 quel avait été le sort des tableaux de Klimt, elle aurait répété le mensonge que le gouvernement autrichien n'avait cessé de fournir à sa famille, à savoir qu'Adèle Bloch-Bauer avait fait don d'étoiles en 1925. I didn't see the will of my aunt. Jusqu'en 1998, je n'avais jamais vu le testament de ma tante. Je n'avais vu aucun document. Ils ne nous ont jamais montré ce testament. Comme je connaissais son amour pour Vienne, j'étais persuadée qu'elle avait vraiment fait don d'étoiles au musée. Dans la correspondance de 1946 à fin 1947, le musée du Belvédère répond par des mensonges. Il déclare, selon le testament, nous avons un droit de propriété plein et entier sur ces toiles. Vous devez nous les remettre si elles ne sont pas déjà en notre possession. Ils avaient une attitude très agressive. Et nous savons qu'au même moment, en interne, le musée n'affichait pas les mêmes certitudes. In 48, en 1948, le directeur du musée écrit à son prédécesseur « L'affaire Bloch-Bauer est en train de devenir un serpent de mer qui peut être très dangereux pour nous. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas obtenu la signature de Bloch-Bauer pendant la période nazie pour donner une base légale à notre détention de ces toiles. Nous n'avons aucun titre de propriété et nous sommes dans une situation très précaire et exposée. » La provenance des toiles a longtemps été un point très controversé. Le docteur Gerbert Frödel, qui est le directeur actuel du musée du Belvédère, se trompe sur la provenance de ces toiles. Frödel a prétendu par exemple que le portrait doré d'Adèle était entré en possession du musée en 1936. Encore une fois, il s'agit d'une date complètement fictive, de même qu'il est faux de prétendre que Adèle Bloch-Bauer II, une autre toile qui fait l'objet d'un contentieux, serait devenue la propriété du musée en 1928. C'est également une date fantaisiste. En 1928, Adèle Bloch-Bauer II était accrochée dans la pièce dédiée à sa mémoire dans la résidence d'Elisabeth Strasser. En septembre 1998, Randy Schoenberg a engagé une procédure pour la restitution des toiles. La loi autorise le ministre des Affaires culturelles à donner des objets qui appartiennent à l'État autrichien. Il peut se dessaisir au profit d'un tiers des biens de l'État. Il y a une commission qui conseille la ministre sur l'éventualité d'une restitution. Mais si cette commission s'oppose à une restitution, l'objet n'est pas rendu. Et le plaignant n'a pas de recours légal. Il ne peut pas interjeter appel. Avec son fils Jim, qui filme le voyage, Maria s'envole pour Vienne en 1999, dans l'espoir que les autorités autrichiennes reconnaîtront que les Klimt sont des objets volés. Quand Maria Altman engage la procédure de restitution des Klimt, on la traite comme une étrangère qui essaie de s'attribuer un morceau du patrimoine autrichien sans aucune justification. Les médias disent en substance « Qui est cette Maria Altman ?» Elle n'est pas la fille de Ferdinand et Adèle Bloch-Bauer. Elle n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. En outre, elle vit aux États-Unis. Elle doit donc être riche. Pourquoi veut-elle nous enlever ce qui est à nous? Les médias autrichiens étaient très hostiles envers Maria Altman. Director Frödel said,
Frodel, le directeur du musée, m'a dit « Entre nous, dites-moi ce que vous avez sur le cœur. » J'ai répondu « Nous ne sommes pas tout seuls, j'ai mon avocat, dites-moi le fond de votre pensée. » Il m'a dit « Écoutez, nous avons de nombreux paysages. Prenez donc des paysages, mais laissez-nous les portraits. » Je me souviens avoir eu un certain nombre de conversations téléphoniques avec des sources proches du dossier qui m'assuraient que les 5 tableaux seraient rendus à Maria Altman. And this is where it went up, stairway going upstairs, and then the living quarters were upstairs, and it's where the Clints were. Okay. He had a memorial room where all the Clints were. La collection des Bloch-Bauer illustre parfaitement la richesse de certains juifs viennois. C'est une affaire exemplaire à plus d'un titre. Leur résidence à Vienne a été saisie par les chemins de fer autrichiens et ils occupent toujours les lieux à ce jour. Quand on pense à la symbolique des trains dans le génocide, au rôle qu'ils ont joué dans l'Holocauste, quel terrible symbole pour une famille juive victime de nazis de voir sa demeure occupée par les chemins de fer. This was a store that when the Gestapo came, they said, "Give me your jewelry," and so I said, "There's more jewelry at the jeweler," and so we called Roset and Fischmeister, and I said, "Please send all my jewelry over." Parmi les objets volés qui étaient déposés chez Roset et Fischmeister, figurait le collier représenté dans le portrait d'Adèle Bloch-Bauer. Ce collier allait enrichir la collection de l'épouse d'Hermann Göring, maréchal du Reich et commandant en chef de la Luftwaffe. Le collier du portrait doré n'a plus jamais été retrouvé. Quand je regarde la vitrine d'un antiquaire à Vienne et que je vois l'argenterie et les services en porcelaine de Meissen, je ne peux m'empêcher de penser à la bourgeoisie juive de Vienne. Et je me demande à qui appartenait ces tasses à café. Je n'entre jamais pour acheter une des pièces parce que je ne pourrais pas m'empêcher de trembler. It was the big temple in Vienna, and that's where Luise got married. I got married at the temple that Daddy loved because his father was a member there in the Turnergasse. The Dorotheum, Le Dorotheum, qui était un lieu insignifiant avant l'arrivée des nazis, est devenu l'une des plus grandes salles de vente, parce que les nazis avaient tant d'objets volés qu'ils voulaient vendre. Le Dorotheum organisait même des ventes dans les appartements des victimes. Ils invitaient des clients potentiels au domicile des victimes et ont procédé à la vente du mobilier et des œuvres d'art que contenait l'appartement. Il faut bien comprendre que les musées, les galeries et les artistes en vue n'ont conservé qu'une faible partie des objets d'art volés. La plus grande partie du produit du pillage a été vendue aux enchères. Aujourd'hui, le débat sur le vol des biens juifs sous le régime nazi est dominé par le fait qu'un grand nombre de responsables politiques et sociaux, de personnalités du monde économique, appartiennent à des familles qui ont tiré profit de l'expropriation des Juifs. Elisabeth Gerer, la ministre de la Culture,
voulait que ces tableaux restent en Autriche. Hubertus Czernin took me for an interview with Minister Gehrer. Hubertus Czernin m'a accompagné à une entrevue avec Madame Gehrer, la ministre. Elle s'est beaucoup amusée avec moi. Elle trouvait que j'avais un grand talent comique. Elle ne cessait pas de rire. « Je vous en prie, ne partez pas », m'a-t-elle dit. « Je m'amuse tant avec vous. » Nous avons parlé de tout sauf du sujet qui m'amenait. Au bout d'une heure, j'ai dit « Madame le ministre, vous avez sans doute un emploi du temps très chargé, mais avant de partir, je voudrais vous dire une seule chose. Quand vous étiez à New York, vous avez déclaré « Pour faire annuler un testament, il faut une action en justice. » Madame la ministre, il n'y a jamais eu de testament. C'était simplement une demande à son mari. Elle a répondu « Oh, das weiß ich ja. I know that. » Mais bien sûr, je sais cela. Et c'est tout ce que nous avons dit sur le sujet. J'ai pris congé et voilà tout. Quelques semaines avant la décision finale, j'ai reçu un coup de fil d'une source qui m'a dit « La situation se complique ». J'ai demandé pourquoi, et on m'a répondu qu'il y avait de nombreuses personnalités dans le gouvernement qui pensaient que nous ne pouvions pas restituer ces tableaux. Ils appartiennent au patrimoine du pays. Et il y a le testament d'Adèle Bloch-Bauer. C'est une bonne excuse pour ne pas rendre les tableaux. Le 28 juin 1999, Madame Gehrer, la ministre de la Culture, annonce que l'Autriche ne rendra pas les Klimt aux héritiers Bloch-Bauer. Subitement, Madame Gehrer déclare que les 5 tableaux n'ont jamais été volés par les nazis, alors que les documents prouvent le contraire. Elle soutient que le musée du Belvédère a toujours été en possession de ces toiles après la mort de Adèle Bloch-Bauer. Ils ont déclaré que le testament faisait don des tableaux au musée. Ce n'est pas exact au regard de la loi. Et ils ne nous ont pas autorisés à présenter nos arguments au conseil d'administration. Ils ont pris cette décision de manière unilatérale, sans débat contradictoire. Quand on n'a pas la possibilité de défendre son point de vue, tout cela n'a plus de sens. They never even tried to show the faintest gesture. Ils n'ont pas fait le moindre geste pour marquer une volonté de négocier. We are willing to negotiate with you. Nous n'avions plus d'autre option que de porter l'affaire en justice. Nous avons d'abord voulu entamer la procédure devant une juridiction autrichienne. Mais cela a posé des difficultés procédurales. Et les autorités exigeaient un dépôt pour couvrir les frais de justice qui étaient proportionnels à la valeur des objets en litige, soit plusieurs millions de dollars simplement pour entamer la procédure. Nous avons demandé aux autorités de nous dispenser de cette obligation, mais elles ont refusé. Elle a voulu aller devant une cour américaine. Cela sera peut-être plus facile pour elle. En outre, elle pourra mobiliser les médias et l'opinion publique en sa faveur et ainsi arriver plus rapidement à un règlement. Dans cette affaire, les objets d'art ne sont pas sur le territoire américain, ils sont en Europe. Et la plainte ne vise pas une personne privée, mais le gouvernement autrichien. Il est toujours très difficile de remporter un procès contre un gouvernement étranger. Après avoir déposé notre plainte, l'Autriche a exigé une traduction du document qui a été remis par le biais du département d'État. Au bout de plusieurs mois, ils ont fini par réagir en essayant de rejeter notre requête en utilisant uniquement des arguments procéduraux.
Le tribunal californien se considère compétent pour juger cette plainte contre l'Autriche. Pendant 3 ans, Maria et Randall vont se battre devant les juridictions californiennes en ayant gain de cause à chaque étape. L'Autriche fit appel devant la Cour suprême des États-Unis. Quand l'affaire fut portée devant la Cour suprême, le gouvernement américain, et plus particulièrement l'administration Bush, déposa un mémoire en faveur de la position autrichienne. On appelle ça un amicus curiae, un ami de la Cour. Une démarche qui a pour but d'éclairer la Cour. Ils auraient pu déposer un mémoire en faveur de Mme Altman, mais non, ils sont venus au secours de l'État autrichien. La démarche du gouvernement américain est singulière. Ils ne prétendent pas que l'affaire de Mme Altman est préjudiciable aux relations internationales ou qu'elle met en péril la sécurité nationale. Ce serait d'ailleurs difficile puisque ce différend porte sur des tableaux. Mais ils ont justifié cette démarche en disant « Nous ne souhaitons pas que la Cour prenne position parce que cela pourrait affecter notre position ou celle de nos alliés dans des pays amis dans le cadre d'autres procédures. » Nous n'avons jamais demandé à la Cour suprême de se prononcer sur notre affaire. Nous n'aurions pas osé le faire. Nous pensions que nous n'avions aucune chance d'aboutir. Vous pouviez demander à n'importe quel avocat aux États-Unis si cette démarche avait une chance de réussir, et la réponse aurait été non, à chaque fois. C'était une procédure qui avait si peu de chances d'aboutir que je m'y engageais avec l'énergie du désespoir. Je n'avais rien à perdre. Avant de plaider devant la Cour suprême, ce qui est une expérience impressionnante, nous avons organisé ce que nous appelons un procès fictif, une simulation au cours de laquelle des professeurs de droit et des avocats jouent le rôle des juges et vous bombardent de questions. One cannot look at that in just a narrow jurisdictional sense in the United States. Her claims against Austria exist in the world. The Third Reich has been gone since 1945, but the crimes of the Nazis are still reverberating. For Maria Altman, surviving the Nazis was not enough. Bruce Morton reports. Altman is suing under a U.S. law passed in 1976. Does it apply retroactively to events in the 1940s? Austria and the United States argue no. Enfin, nous arrivons au jour de l'audience devant la Cour suprême en février 2004. J'ai pris la parole après les avocats des gouvernements autrichiens et américains. Je n'avais pas prononcé de phrase que le juge Suller, l'un des 3 juges, me pose une question. Je l'ai regardé et je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il m'avait demandé. Comment répondre? J'ai dit, « Je suis navré, votre honneur. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la répéter ?» Bien sûr, cela a provoqué quelques gloussements dans le public. Il y avait toute ma famille ainsi que celle de Maria. Et les 2 autres juges m'ont regardé et ont souri. Je crois que ma candeur a été appréciée et m'a servi parce que les juges m'ont regardé avec l'air de dire « Ne vous en faites pas, nous n'avons pas non plus compris la question. » Il fait ça tout le temps. Le système judiciaire américain est indépendant. Il ne reçoit pas d'ordre du gouvernement. Et il fonde ses décisions sur les arguments du plaignant. Cette affaire est autrichienne. Je ne vois pas pourquoi elle serait jugée par un tribunal étranger. Le seul rapport avec les États-Unis, c'est le fait que Maria Altman y vit. Il n'y a aucun autre point commun. I'm by now so frightfully hurt and angry that they base all their things on things that are not true. And that they will get away with this is just injustice. It bothers me. Le plus incroyable, c'est que nous avons gagné. Nous avons remporté une victoire indiscutable. La Cour s'est prononcée par 6 voix contre 3. Après la décision de la Cour suprême, selon laquelle les cours américaines étaient compétentes pour juger cette affaire, il fallait encore obtenir un jugement sur le fond. L'Autriche avait le choix de poursuivre la procédure.
Les Autrichiens ont envoyé un médiateur qui nous a dit « Nous pouvons continuer à nous battre pendant des années ou bien trouver un moyen de trancher ce litige plus rapidement. » Il a évoqué l'idée d'un tribunal arbitral et nous avons accepté cette procédure. Le tribunal arbitral était composé de 3 avocats autrichiens. Au terme de notre accord avec les Autrichiens, si le tribunal arbitral décidait de trancher en notre faveur, le gouvernement s'engageait à nous restituer les tableaux. Tous les 3 ont une longue expérience des commissions d'arbitrage et je suis convaincu qu'ils prendront une décision raisonnable. Il s'agissait de déterminer comment le gouvernement autrichien avait pris possession de ces tableaux. Était-ce par le testament d'Adele Bloch-Bauer ou bien en échange d'un permis d'exportation en 1948? Das sind meine Eingangsbemerkungen. Wir stehen Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung. Noch einmal, wir wollen den Schiedsspruch allenfalls erläutern. Le jugement du tribunal arbitral était une confirmation de notre position, à savoir que le testament d'Adele Bloch-Bauer n'avait pas de valeur juridique et ne pouvait pas servir à justifier la possession des tableaux. En conséquence, ces tableaux avaient été donnés au musée en échange d'un permis d'exportation et devaient donc être restitués. Did you meet Klimt? Did you have any kind of... No. So you never met the legendary... I'm old, but not that old. How did you feel for you personally? Vindication? How would you say? No vindication. I just felt great and happy. Were you surprised, or did you have a feeling it was going in this direction? I must say that I had a feeling it was going in this direction. My kids kept saying, you shouldn't be so positive, but I was. See, Randy, they'd say, how come I was so positive that you would win? I don't know. I was not as positive as you were. I was. Success. 60 years. Das Schiedsgericht hat gestern entschieden, dass diese 5 Klimt-Gemälde der Familie Altmann und ihren Erben gehören und wir werden diese 5 Gemälde restituieren. Je suis certaine qu'il y a des gens qui me détestent et qui sont furieux et amers. Mais j'ai aussi reçu des lettres de gens que je ne connais pas et qui m'assurent qu'il y a de nombreux Autrichiens qui se réjouissent pour moi et qui sont heureux de cette décision, qui sont fiers des juges qui ont tranché en ma faveur. Dass ohne einen sehr hartnäckigen Anwalt und ohne auch das amerikanische Rechtssystem im Rücken Maria Altmann vielleicht bis heute zu ihrem Recht nicht gekommen wäre. Es waren besonders strittige Fälle und es war halt einfach ein Testament, das zu verschiedenen Deutungen Anlass gibt und es sind jetzt neue Gutachten gemacht worden und ich glaube, das hat man zur Kenntnis zu nehmen. L'Autriche avait un droit de préemption sur les toiles au prix du marché. Les 5 toiles sont évaluées à 300 millions de dollars par des experts autrichiens et américains. Bien sûr, pour un particulier, c'est une somme colossale, mais pour un pays riche, c'est dans le domaine du possible. Il s'agit aussi d'une décision politique. Je pense qu'il faut faire de grands efforts pour que ces 5 tableaux ne quittent pas l'Autriche. Ces tableaux font partie du patrimoine national autrichien. Ils ont une grande importance pour la période de la sécession viennoise. Je trouve qu'il devrait rester en Autriche, parce que c'est un peintre autrichien. Donc il me paraît logique qu'il reste en Autriche. Je trouve qu'ils devraient être dans un musée pour que tout le monde puisse les voir. Mais maintenant, ils appartiennent à cette dame. C'est à elle de décider ce qu'elle veut en faire.
what she wants to do. Dame in Gold. Wer kauft nach der Rückgabe? Zu Gast im Studio, Hans Winkler. Les tableaux, leur histoire et leur destin suscitèrent un débat sans précédent en Autriche. Johann Kreftner. L'idée même qu'il fallait donner ces tableaux, les abandonner, est contraire à l'identité autrichienne, à la tradition autrichienne. Je suis sceptique face à l'idée que l'art constitue l'identité nationale. Je trouve qu'il serait plus pertinent, pour affirmer l'identité nationale de l'Autriche, que le pays condamne enfin sans ambiguïté son rôle pendant la période nazie. Ce monument sans nom, œuvre de l'artiste britannique Rachel Whitbread, a été édifié à la mémoire des 65 000 juifs autrichiens qui sont morts dans l'Holocauste. Depuis 1995, les 30 000 survivants autrichiens à l'Holocauste ont reçu une indemnité symbolique de 6 000 $. L'Autriche a restitué plus de 4 000 œuvres d'art volées par les nazis. Aujourd'hui, l'Autriche a créé un fonds de compensation doté de 200 millions de $, qui a déjà traité plus de 200 000 demandes de victimes de l'Holocauste. J'ai 170 collaborateurs, 40 historiens et 40 juristes qui examinent tous les dossiers. Chaque fois que nous demandons à un survivant de remplir un formulaire où il doit simplement indiquer son adresse en 1938, il subit un nouveau traumatisme. Tous les souvenirs qu'il a tenté d'oublier reviennent à l'occasion de ces procédures de restitution. On ne peut pas leur rendre leur jeunesse, on ne peut pas leur rendre leur santé. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner de l'argent. On peut peut-être panser quelques blessures, mais on ne peut pas faire grand-chose. Comme le disait mon père, sa mère avait été tuée à Auschwitz. Si je lui donnais 50 millions de $, est-ce que cela ferait revenir sa mère ? Dass die Republik Österreich nicht mehr weiter verhandelt, weil wir es nicht für möglich halten, dass wir aus dem Budget 300 Millionen $ aufbringen können. Five paintings by the Austrian master Gustav Klimt, once stolen by the Nazis, go on display tomorrow in Los Angeles. It's the first time that they've been seen in this country. One of them, the golden portrait of a woman,
is among the world's most famous paintings. I was just wondering if there's any sort of lingering resentment over the fact that you had to engage in a legal battle with the Austrian government to get the paintings back. I was very angry at times, but now that we resolved it, I try to see the good part of it. A question for you, Mr. Chernin. What is your reaction to the fact that Austrian government seemingly was not interested or able to raise $300 million? They had opinion polls stating that 2/3 of the Austrians are against it. And so it was a beautiful story for them to tell, we would like to buy, but the offer of the heirs is so high that we can't afford it. I have been told that your plans for the painting after this exhibit is they're going to be put on sale at Christie's. There have been absolutely no decisions with regard to what will happen to the paintings next. The issue was and always has been that these paintings belonged to this family up until the time the Nazis came in and took them off the walls. And now, in the year 2006, they're finally returned to that family. All I want is the paintings are accessible to the public. I wouldn't like them in private homes. Now, you're looking at the most expensive painting ever sold. Already hailed by its new owner as our Mona Lisa, the cosmetic tycoon Ronald Lauder has just paid a record £73 million for Klimt's glittering cold portrait for his Neue Gallery in Manhattan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Christie's, and it's our privilege to have you here on what for us is a very special evening. And it's my real privilege to introduce to you a very special lady, and I choose my terms carefully, Maria Altmann, who is the niece of the late Ferdinand and Adela Bloch-Bauer. You wanted them to remain in public collection. Exactly. Why are you selling it to perhaps a private collector? I'm not the only one. I have 4 co-heirs, and we would very much like to see the paintings for the rest of the time in public view. So our hope will be that there'll be museums that will acquire them. Lot 51, the Klimt birch trees, $28 million. Against you, madam, at 28, 29 million with Ken now. At 30 million, Yussi's bidder, at $32 million. 33 million at $36 million, all done and selling right at $36 million. Mark, your bidder at 36 million. 1728, thank you. Lot 52, the second Klimt, the Attersee landscape there, lot 52, in this case, $10 million starts it. Still up front, against you here, and selling this time, all done at $28 million. For you, madam, $28 million. Third Klimt, apple tree number 1, showing on the screen again, far right, 1912, showing here, and as illustrated there in your catalogues. $24,500,000. 25 million. 25 million with Thomas now. 29 million 5, selling this side for 29,500,000. Lot 54, fourth Klimt there, portrait of Adele Bloch-Bauer 2, showing again on the screen far right, and as illustrated in your catalogues, the 1912 portrait. And in this case, $25 million starts it at 25 million now. 57,500,000. Against you, Pedro, 58 million. $64,500,000. 65 million at $78,500,000 on this telephone. Fair warning. Guy, your bidder at $78 million, $500,000. Over the Klimts went to individuals or institutions?
I think it's probably fair to say they were all anonymously bought, but my assumption is they went to individuals. Une vieille dame de 90 ans s'est attaquée à l'État autrichien et a gagné. Je suis très heureuse d'être arrivée à obtenir justice de mon vivant, alors que tant de gens sont morts sans y parvenir.